L'icône hollywoodienne Gene Hackman est maintenant au cœur d'un scandale familial choquant. Des rapports récents ont confirmé que son fils a été arrêté, après la publication de détails troublants sur l'autopsie de sa femme. Les révélations ont stupéfié les fans, ce qui soulève de sérieux doutes sur ce qui s'est réellement passé. Qu'en penses-tu? Si tu soutiens Gene Hackman et que tu crois en son innocence, commentez 0 ci-dessous. Si tu penses qu'il y a autre chose dans cette histoire, commentez 1. Parlons-en. Il y a des histoires qui font frémir, non pas parce qu'elles sont sensationnelles, mais parce qu'elles semblent impossibles. Celle-ci en fait partie. Une légende d'Hollywood, vénérée pour son talent et farouchement protectrice de sa vie privée, a été retrouvée morte aux côtés de sa femme bien-aimée dans le sanctuaire de leur maison de Sainte-Fe. La scène était effrayante. 2 corps sans vie dans des pièces séparées. Un 3e victime, l'un de leurs chiens, était également mort. Nous sommes le 26 février 2025. L'homme est Gene Hackman, 2 fois lauréat d'un Oscar. La femme est Betsy Arakawa, ancienne pianiste classique et femme d'affaires. Ils avaient partagé plus de 3 décennies de vie ensemble, tranquilles, à l'écart et loin des projecteurs. Jusqu'à maintenant. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton J'aime. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour. Mais que se passerait-il si la partie la plus tragique de l'histoire n'était pas la perte en soi, mais ce qui s'est passé ensuite? Etsy, dans les jours qui ont suivi leur mort, un mystère encore plus sombre surgissait. Un mystère qui menaçait de redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur le couple et sa famille. Dans les jours qui ont suivi la découverte, les forces de l'ordre se sont empressées de comprendre ce qui s'était passé à huis clos dans la résidence des Hackman. En début, cela ressemblait à une tragédie inattendue. 2 personnes dans leurs dernières années décédant chez elles, à quelques jours d'intervalle. Mais ce récit s'est effondré presque immédiatement. Non seulement à cause des preuves matérielles trouvées à l'intérieur de la maison, mais aussi à cause de ce qui s'est passé par la suite. Une série de comparutions devant les tribunaux, de motions d'urgence et, en fin de compte, d'un étrange et inquiétant manège juridique de la part de leur fils unique, Christopher Allen Hackman. Une semaine après la découverte, Christopher a déposé une requête auprès du tribunal de Sainte-Fe pour bloquer la publication des rapports d'autopsie, des dossiers d'enquête sur le décès, et même des photographies prises par les autorités sur les lieux de l'accident. Selon les experts juridiques familiarisés avec l'affaire, cette mesure était non seulement inhabituelle, mais pratiquement sans précédent. Imaginez maintenant ceci. Le fils d'un homme et d'une femme décédés tente non seulement de supprimer les registres officiels de leur décès, mais se bat activement devant les tribunaux pour que ces détails restent cachés au public. Pas seulement les photographies, les rapports d'autopsie, les notes d'enquête, les résultats toxicologiques. Des documents qui, dans la plupart des États et dans la plupart des cas, sont publiés sans être remis en question. Au Nouveau-Mexique, de tels efforts nécessitent une raison légale convaincante. Christopher a invoqué la vie privée du couple et le droit de la famille à faire son deuil. Mais d'autres, en particulier ceux qui ont des liens avec l'enquête, ont vu autre chose. Une tentative de dissimulation. Une dissimulation. Qu'est-ce qu'ils essayaient de cacher exactement? Et pourquoi la chronologie de la mort de Betsy Arakawa a-t-elle soudainement changé quelques jours après que les enquêteurs aient supposé qu'elle était décédée? C'est là que l'histoire passe de la tragédie au mystère, et du mystère à quelque chose d'encore plus troublant. Le 12 février, 2 semaines avant la découverte des corps, Arakawa aurait appelé une clinique médicale locale. Elle a parlé à une réceptionniste. Elle a fait part d'une préoccupation. Elle a pris rendez-vous. Elle était apparemment bien vivante. Mais selon les registres de police et les rapports initiaux, on pensait qu'Arakawa était décédée le 11 février, un jour avant cet appel téléphonique. Cette incohérence a ouvert grand la boîte de Pandore. Soudain, plus rien ne collait. Comment une femme morte pouvait-elle passer un appel téléphonique? Le date de décès initial était-elle incorrecte? Ou quelqu'un d'autre essayait-il d'utiliser son identité? Le médecin local qui a reçu l'appel a confirmé la date et l'heure. Les enregistrements téléphoniques l'ont vérifié. Cette révélation à elle seule aurait complètement changé le récit. Mais ce n'était pas la seule anomalie.
À l'intérieur de la maison, les autorités ont trouvé des indices selon lesquels Hackman et Arakawa étaient morts dans des circonstances très différentes. Des causes différentes, des pièces différentes, des jours différents. Et pourtant, aucune note, aucune explication, aucun signe de lutte. Seulement le silence et, maintenant, le secret. Puis vint l'arrestation. Christopher Allen Hackman, longtemps considéré comme une figure solitaire et réservée, a été arrêté après que des documents divulgués aient contredit des points clés de la présentation juridique de la famille. Bien que la nature complète des accusations n'ait pas été révélée au début, les détails qui ont été révélés étaient explosifs. Les enquêteurs pensaient que Christopher avait non seulement accédé aux dossiers médicaux de ses parents, mais qu'il avait également tenté de supprimer, détruire ou manipuler les dossiers officiels. Pire encore. Certaines parties des données d'autopsie divulguées suggéraient que l'un des décès n'était peut-être pas du tout naturel. Cette vidéo vous guidera à travers toute la saga, depuis le moment où Gene Hackman et Betsy Arakawa ont été retrouvés, jusqu'aux incohérences effrayantes de la chronologie, au chaos juridique qui a suivi et, enfin, à l'arrestation explosive de son fils. En cours de route, nous examinerons des documents judiciaires, des avis d'experts et des témoignages de personnes ayant des informations privilégiées. Nous remettrons en question les motivations qui se cachent derrière le secret, l'éthique de la dissimulation d'informations au public et les implications réelles de ce qui s'est passé dans cette maison. Car cette histoire ne concerne pas seulement la mort. Il s'agit d'héritage, de pouvoir et des actes désespérés que commettent les gens lorsqu'ils craignent que la vérité ne soit révélée. Vous entendrez des professionnels de la santé déconcertés par la chronologie, des experts juridiques stupéfaits par la nature des documents judiciaires, des journalistes d'investigation qui ont suivi les pistes et découvert quelque chose de bien plus sombre que prévu et, peut-être le plus inquiétant de tout, vous commencerez à comprendre pourquoi cette affaire a laissé tant de gens inquiets. Car même maintenant, avec une arrestation et une trace de papier, les réponses semblent incomplètes. Les questions ne cessent de se multiplier. Pourquoi Christopher s'est-il tant battu pour empêcher la publication des résultats de l'autopsie de ses parents? Pourquoi a-t-il fait en sorte de dissimuler non seulement des images, mais aussi des rapports complets? Que pouvaient contenir ces documents que personne ne devait voir? Et pourquoi Gene et Betsy ont-ils été retrouvés dans des pièces séparées, à plusieurs jours d'intervalle, dans un foyer qui avait autrefois été leur sanctuaire? En commençant ce voyage, nous ne cherchions pas de conclusion simple. Nous cherchions la vérité. Et comme vous le verrez, la vérité dans cette histoire peut être beaucoup plus compliquée que ce que n'importe quelle une pourrait saisir. Ce n'est pas une histoire de vieillesse et de mort paisible. C'est un puzzle, avec des pièces manquantes, de faux départs, des impasses. Mais quelque part, sous la poussière et le silence, se trouve la réponse. Et elle commence ici même. Commençons. Il faisait encore sombre aux premières heures du 26 février 2025, lorsque le département du shérif de Saint-Afé a reçu une demande de vérification de bien-être d'un voisin inquiet. Le voisin, dont la propriété se trouvait de l'autre côté de la crête de la résidence des Hackman, avait remarqué quelque chose d'étrange au cours des jours précédents. Aucune lumière n'avait été vue dans la maison, aucun mouvement. Il n'y avait aucun signe de la routine matinale qui avait été prévisible pendant des années, en particulier celle de Betsy, qui promenait souvent l'un de ses 3 chiens à l'aube. Cette absence, dans une maison qui avait été une présence constante dans le quartier rural, par ailleurs tranquille, pendant des décennies, a déclenché une inquiétude persistante qui ne disparaissait pas. Le voisin a finalement appelé la ligne qui n'était pas une ligne d'urgence. Cette seule décision allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Lorsque les agents sont arrivés sur la propriété, nichée au cœur des peupliers du nord du Nouveau-Mexique, ils ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait des colis à la porte qui n'avaient pas été retirés. La boîte aux lettres débordait. Une odeur de décomposition émanait d'une fenêtre légèrement entr'ouverte près de l'entrée latérale. Personne n'a répondu à la porte. Et aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Finalement, n'ayant pas d'autre choix et ayant une cause probable de leur côté, les agents sont entrés de force. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était surréaliste et effrayant.
Gene Hackman, l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, a été retrouvé mort dans le studio du dessus. Il était assis sur une chaise en cuir usé, la tête légèrement penchée sur le côté, comme s'il s'était simplement endormi et n'avait jamais repris conscience. Un livre reposait sur ses genoux. À première vue, il n'y avait aucun signe de traumatisme ou de détresse. Son expression était calme, même sereine. Pendant un moment, les agents se demandèrent s'il était mort de cause naturelle alors qu'il lisait, tranquillement et confortablement. Mais quelque chose dans l'atmosphère de la maison, le silence, l'étrange immobilité, leur dit qu'il ne s'agissait pas d'un cas de routine. Betsy Arakawa a été retrouvée à 2 pièces de distance, dans la chambre principale, dans des circonstances très différentes. Elle était allongée sur le ventre sur le sol près du lit. Elle n'était couverte d'aucune couverture. Elle n'avait pas de coussin sous la tête. Son corps s'était durci, ce qui suggérait qu'elle était morte depuis plusieurs jours de plus que son mari. Il n'y avait pas de blessure visible, ni de signes de lutte. Mais sa mort ne semblait pas paisible, ni accidentelle, ni naturelle. Et c'est là que l'affaire est passée d'inhabituelle à inquiétante. Dans le couloir entre les 2 chambres, l'un de ses 3 chiens, un berger croisé nommé Kibo, a également été retrouvé mort. Les 2 autres chiens avaient disparu, et leur sort n'a été confirmé que plusieurs jours plus tard. La présence du chien décédé, combinée à l'immobilité des autres et à l'absence d'explication évidente, a immédiatement soulevé des questions. Toxicology, poison, négligence, quelque chose n'allait pas. La disposition des lieux a déconcerté les enquêteurs. Comment John et Betsy avaient-ils pu mourir dans la même maison, si près l'un de l'autre, sans que personne ne le sache? Pourquoi étaient-ils dans des chambres séparées? Pourquoi n'y avait-il aucun signe de détresse? Aucun appel à l'aide. Aucun indice que l'un savait même que l'autre était mourant ou mort. Étaient-ils déjà isolés l'un de l'autre avant l'événement? Ou quelque chose était-il intervenu? Quelque chose qui a empêché l'un des 2 de s'approcher? Le bureau du shérif a immédiatement appelé le bureau de l'enquêteur médical. Les 2 corps ont été soigneusement retirés et envoyés pour autopsie. La maison a été scellée. Les techniciens de la scène de crime ont passé au peigne fin chaque centimètre de la résidence, prenant des photos, prélevant des échantillons et effectuant des évaluations préliminaires. Le sanctuaire tranquille d'un couple qui avait farouchement protégé son intimité était maintenant une scène de crime scellée, marquée de rubans adhésifs et surveillée par des agents. En quelques heures, la nouvelle de la mort de John Hackman a été révélée aux médias. Mais ce que le public ne savait pas, et ne saurait que plusieurs jours plus tard, c'est que sa femme était également décédée, peut-être avant lui. Le communiqué de presse officiel indiquait seulement que M. Hackman, âgé de 95 ans, était décédé paisiblement chez lui. Il n'était pas fait mention de Mme Arakawa. Il n'était pas fait référence au chien. Aucun détail n'était donné sur les anomalies de la ligne temporelle ou l'état inhabituel de la maison. Cette omission n'était pas accidentelle. Selon 2 chercheurs qui ont ensuite parlé de manière anonyme, les fonctionnaires étaient en désaccord dès le début sur ce qu'il fallait révéler et à quel moment. Certains pensaient que le public avait le droit de connaître immédiatement toute l'histoire, surtout compte tenu de la célébrité de Hackman. D'autres préconisaient la prudence. Les détails étaient trop troubles. La cause du décès n'était pas claire. Divulguer des informations prématurément pourrait compromettre l'enquête ou provoquer la panique dans la communauté. Le bureau du médecin légiste, sous pression pour agir rapidement mais avec peu de preuves matérielles, a commencé à effectuer des tests parallèles sur les corps. Les premiers indicateurs n'ont montré aucun traumatisme par objet contondant. Il n'y avait pas de blessure par balle. Il n'y avait aucun signe évident de jeu déloyal. Mais quelque chose n'allait toujours pas. Les analyses toxicologiques prendraient plus de temps. Les échantillons de tissu ont été rapidement envoyés à des laboratoires dans tout l'État. Tom travaillait contre eux. Pendant ce temps, les forces de l'ordre ont commencé à examiner les images extérieures de la propriété. Jean et Betsy avaient installé un système de surveillance domestique de base, principalement pour contrôler la faune et les visiteurs. Mais, étrangement, les images des 2 semaines précédentes manquaient. Le disque dur avait été effacé. Le lecteur physique du DVR était toujours dans le salon, intact et branché.
mais le stockage à l'intérieur avait été vidé. Pour les enquêteurs, c'était le premier signe définitif que quelqu'un avait pu manipuler la scène, que ce n'était pas seulement un double meurtre tragique, mais potentiellement quelque chose de bien plus sinistre. Les voisins ont été interrogés. Personne n'a signalé avoir entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas de visiteurs. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Il n'y avait pas eu de dispute ni de tapage. Le couple, connu pour être calme et introverti, s'était tenu à l'écart, mais même dans cette isolation. Les voisins ont trouvé étrange que personne n'ait vu Betsy depuis près de 2 semaines. Pas depuis début février. Et personne n'avait vu Jean depuis au moins 5 jours. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas signalé leur disparition plus tôt, la plupart des voisins ont admis qu'ils avaient supposé que le couple était en voyage, en retraite ou simplement en train d'éviter le climat hivernal. Les Hackman avaient l'habitude de disparaître pendant de longues périodes. Cela n'avait jamais été un sujet d'inquiétude auparavant. L'équipe médico-légale a passé plus de 3 jours à fouiller la propriété. Les pièces ont été répertoriées. Les médicaments ont été enregistrés. Chaque bouteille de la cuisine, chaque récipient du garage, chaque tiroir de la salle de bain ont été inspectés. Les ordinateurs ont été emportés. Les téléphones portables ont été récupérés. Mais une fois de plus, un détail particulier est apparu. Les téléphones de Jen et Betsy étaient éteints. Le dernier appel sortant de l'un ou l'autre des appareils était un SMS envoyé depuis le téléphone de Betsy le 11 février. Un simple message à un ami, dans l'espoir de le rattraper bientôt. Cet ami dira plus tard aux journalistes que le message semblait générique, contrairement au message chaleureux et réfléchi habituel de Betsy. Ce n'est que lorsque l'on a découvert l'appel téléphonique du 12 février passé à une clinique médicale voisine que l'affaire a vraiment été révélée. Une réceptionniste de la clinique a confirmé que Betsy avait appelé juste après 9h15 le 12. Elle était inquiète à cause d'une oppression thoracique et avait demandé un rendez-vous pour la même semaine. Elle ne semblait ni désorientée ni faible. Elle était cohérente. Calm. Precise. Le rendez-vous a été fixé au 15 février. Mais Betsy ne s'est jamais présentée. Cet appel téléphonique allait plonger la chronologie officielle dans le chaos. Si Betsy était vivante le 12 février, pourquoi les enquêteurs pensaient-ils qu'elle était morte le 11? La date sur le corps aurait-elle pu être mal datée? La rigidité cadavérique ou d'autres preuves biologiques auraient-elles pu être mal interprétées? Plus alarmant encore. Quelqu'un utilisait-il son téléphone pour simuler sa présence? Les enquêteurs ont revisité la maison et ont commencé à reconstituer la chronologie en utilisant des indices physiques, et non des suppositions. La préparation des repas dans la cuisine montrait une miche de pain à moitié consommée et un plat de légumes secs, ce qui suggérait que quelqu'un avait été actif après le 11. Mais les traces de poussière sur une étagère voisine et un reçu récent d'une commande de produits d'épicerie contredisaient cette chronologie. Les choses se chevauchaient, se contredisaient et avaient de moins en moins de sens à mesure qu'on les examinait. À ce moment-là, le bureau du shérif avait commencé à soupçonner que quelqu'un, peut-être un membre de la famille, s'était rendu au domicile avant que les corps ne soient retrouvés. Quelqu'un qui avait accès. Quelqu'un qui avait un motif. Lorsqu'on a demandé qui avait des clés de rechange, un nom est apparu. Christopher Allen Hackman. Gene Hackman n'a jamais été le genre d'homme qui cherchait à être le centre d'attention. Même dans les décennies où il était l'un des acteurs les plus demandés et admirés d'Hollywood, il y avait toujours quelque chose en lui qui le distinguait. Il n'était pas tape à l'œil. Il n'était pas bruyant. Il ne se délectait pas du glamour du tapis rouge, ni ne suscitait l'engouement médiatique. Au lieu de cela, Hackman s'est forgé une carrière qui imposait le respect par son pur talent. Sa précision et une présence émotionnelle brute que le public pouvait ressentir dans chaque rôle qu'il interprétait. C'était un acteur qui se fondait dans ses personnages, donnant envie à des personnages tels que Popeye Doyle dans French Connection et Little Bill Daggett dans Unforgiven. Mais en dehors de l'écran, il était presque invisible. Né à San Bernardino, en Californie, en 1930, Eugene Allen Hackman a connu dès le début des difficultés. Son père est parti quand il avait 13 ans. Sa mère est morte jeune. Il s'est engagé dans les Marines à 16 ans en mentant sur son âge et
passé des années à voyager à travers le monde avant d'envisager de devenir acteur. Il n'avait pas de formation classique. Il n'a pas fréquenté les conservatoires d'élite. Il a construit son métier sur le réseau des scènes off-Broadway et des apparitions à la télévision, lentement et méthodiquement, jusqu'à ce que Hollywood ne puisse plus l'ignorer. Dans les années 1960, il était devenu l'un des acteurs américains incontournables de son époque. Mais même au sommet de sa gloire, Hackman est resté insaisissable. Il accordait rarement des interviews. Il a refusé de faire partie de la machine des célébrités. Il n'a jamais déménagé de façon permanente à Los Angeles. Après son dernier rôle au cinéma dans Welcome to Mooseport 2003, Hackman a complètement abandonné le métier d'acteur. Pas de tournée de presse. Pas de tournée d'adieu. Juste une sortie tranquille. Il a passé le reste de sa vie à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avec Betsy Arakawa, la femme qu'il avait rencontrée dans les années 1980, alors qu'il travaillait dans un gymnase qu'il fréquentait. À l'époque, Hackman sortait encore d'une difficile séparation. Sa première union s'était terminée après 3 enfants et des décennies de pression personnelle et professionnelle. Sa relation avec Betsy, de plus de 30 ans sa cadette, était différente. Plus calm, plus simple. Les amis du couple décrivaient leur relation comme stable, voire sereine. Ils ont construit un foyer ensemble, non seulement dans le sens architectural du terme, mais aussi dans le sens émotionnel. Un espace délibérément éloigné du chaos d'Hollywood, ancré dans l'intimité et la routine. Betsy Arakawa avait sa propre histoire, même si elle faisait rarement la une des journaux. Née à Hawaï en 1959, elle a suivi une formation de pianiste classique dès son plus jeune âge. Sa discipline et son talent artistique lui ont valu une reconnaissance précoce, mais elle n'a jamais cherché la célébrité au sens traditionnel du terme. Après s'être installée à Los Angeles pour se consacrer à la musique, elle s'est finalement orientée vers les affaires, devenant copropriétaire d'un magasin de meubles avec un ami et acceptant des petits boulots pour joindre les deux bouts. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Gene, un homme déjà vénéré dans l'industrie mais fatigué de ses exigences. Ils se sont liés en silence, presque accidentellement, et sont restés ensemble pour le reste de leur vie. La maison du couple à Santa Fe était un sanctuaire. Entouré de peupliers, flanqué par le vent du désert et soigneusement tenu à l'écart de l'intrusion publique. Ils ont vécu avec un groupe de chiens tournant au fil des ans, adoptant les rescapés et les intégrant dans leur vie quotidienne. Leurs voisins ne les connaissaient que comme le couple poli et tranquille qui saluait parfois de la main, mais qui n'organisait jamais de fête, ni ne cherchait à attirer l'attention. Hackman a peint dans ses dernières années. Betsy a continué à jouer du piano, souvent pour elle-même, parfois pour des amis. Leur vie était lente, tranquille et intensément privée. C'est pourquoi leur mort, quelles que soient les circonstances, a été choquante. Mais surtout dans ces circonstances, ce n'était pas seulement qu'ils étaient décédés. C'est la nature étrange et fragmentée de ce qui s'est passé qui a laissé ses amis et connaissances abasourdis. Pendant des décennies, les Hackman avaient réussi à vivre loin du scandale, loin des rumeurs, loin du spectacle. Ils avaient farouchement protégé leur vie privée, et cette décision les avait isolés d'une grande partie de l'examen public auquel étaient confrontées d'autres personnalités en vue. Même les tabloïds les avaient laissés tranquilles. Ils étaient devenus une sorte de modèle pour la vie post-Hollywood, une vision de ce que pourrait être la paix et la retraite. Et pourtant, maintenant, cette intimité soigneusement préservée avait volé en éclats. 2 corps dans des chambres séparées, sans cause de décès claire, une chronologie qui n'avait aucun sens. Un fils détenu, des enquêteurs qui murmuraient à propos d'incohérences, des rapports d'autopsie bloqués et un chien mort dans le couloir. Pour le monde, Gene Hackman était une légende. Pour ses fans, il était l'un des derniers titans de l'âge d'or d'Hollywood qui avait réussi à échapper au déclin de l'industrie avec une dignité intacte. Mais entre les murs de la maison de Santa Fe, ses éloges ne signifiaient pas grand-chose. Là-bas, il était simplement Gene, l'acteur à la retraite qui peignait des paysages, promenait ses chiens et entretenait un modeste jardin avec sa femme. Il cuisinait des repas simples. Il lisait des livres d'histoire. Il était, selon la plupart des gens, heureux ou du moins satisfait. Betsy était le point d'ancrage émotionnel de ce foyer.
Bien qu'elle fût plus jeune de plusieurs décennies, elle n'a jamais considéré leur relation comme transactionnelle. Elle n'était ni une chasseuse de célébrités, ni une opportuniste. Ses amis disent qu'elle admirait l'esprit de Jean plus que sa renommée. Elle adorait la musique classique, le yoga et le jardinage. Elle gérait les finances du foyer et veillait à ce que leur vie reste aussi sensée que possible. Ils n'avaient pas de personnel, ni d'aide à domicile, juste deux personnes qui vieillissaient ensemble à leur propre rythme. Ce qui soulève la question suivante. Comment les choses ont-elles pu si mal tourner dans un environnement aussi paisible et contrôlé? Dans les jours qui ont suivi la découverte des corves, de nombreux proches du couple ont commencé à réfléchir aux derniers mois. Y avait-il eu des signes? Des problèmes de santé? Des conversations sur la dépression? Certains amis se sont souvenus que Betsy semblait plus renfermée ces derniers temps, surtout après une petite opération fin 2024. Elle avait annulé 2 réunions sociales en janvier. Jean, en revanche, semblait inchangée, plus âgée, certes, mais toujours alerte et plein de son humour pince sans rire habituel. Une amie a souligné qu'à la fin du mois de février, quelques jours avant la prétendue découverte, elle avait envoyé un SMS à Betsy pour lui poser des questions sur sa collecte de fonds annuelle pour le sauvetage des chiens. Elle n'a jamais reçu de réponse. À ce moment-là, elle a supposé que Betsy était simplement occupée. Maintenant, elle se demande si le silence avait déjà commencé. Le rôle de son fils, Christopher Allen Hackman, a ajouté une autre couche de complexité. Bien qu'il ne soit pas le fils biologique de Betsy, Christopher avait passé beaucoup de temps avec le couple à Santa Fe, surtout ces dernières années. Certains le trouvaient distant, d'autres protecteur. Leur relation n'a jamais été considérée comme chaleureuse, mais elle était constante. Il avait été l'exécuteur testamentaire de Hackman. Il avait participé à l'entretien de la maison. Et maintenant, ses 2 parents étant décédés, c'était lui qui avait présenté la demande de blocage des rapports d'autopsie. Certains des amis de longue date du couple hésitaient à s'exprimer officiellement. Mais hors caméra, ils exprimaient leur inquiétude, pas seulement à cause des décès, mais à cause des conséquences. Un ancien collègue de Jean l'a exprimé simplement. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans tout ça. Ça ne devait pas finir comme ça, ni pour Jean Hackman, ni pour Betsy Arakawa. Après avoir évité le regard du public pendant des décennies, ils étaient désormais au centre d'une tempête médiatique et, peut-être, d'une enquête criminelle. Leur nom, auparavant associé à l'excellence silencieuse et à l'absence délibérée, était désormais mêlé au secret, à des dossiers judiciaires scellés et à des questions sans réponse. Les victimes n'étaient pas seulement 2 personnes retrouvées dans des chambres séparées. Les victimes étaient aussi leur héritage, leur histoire et la vérité même. Maintenant obscurcis par des chronologies contradictoires, des documents juridiques et le comportement de plus en plus suspect d'un fils. Ils avaient construit une vie destinée à être vécue en paix. Mais à leur mort, cette paix s'est brisée. Et plus les enquêteurs en apprenaient sur les jours précédant leur mort, plus ce tableau saccagé ressemblait à quelque chose de plus sombre, quelque chose de prémédité. Lorsque les autorités sont entrées pour la première fois dans la résidence des Hackman le 26 février, elles ont cru avoir été confrontées à une tragédie inhabituelle mais explicable. Les corps de Jean Hackman et de sa femme Betsy Arakawa ont été retrouvés dans des pièces séparées, l'un de leurs 3 chiens morts à proximité. Il n'y avait aucun signe de violence, ni de sang, ni d'indice d'effraction ou de lutte. Les premières conclusions penchaient vers des causes naturelles. Peut-être une maladie ou une exposition accidentelle à une sorte de toxine. Une coïncidence tragique. Peut-être, mais pas sans précédent. Les couples de personnes âgées, en particulier ceux qui étaient profondément unis sur le plan émotionnel, mouraillant parfois à quelques jours d'intervalle. La théorie avait du sens, jusqu'à ce que ça cesse d'en avoir. Tout a commencé à s'effondrer lorsque le bureau du médecin légiste a commencé à reconstituer la chronologie des événements en se basant sur les premiers examens physiques. D'après l'état du corps de Betsy, son heure de décès estimée se situait entre le 10 et le 11 février. Celui de Jean, en revanche, semblait plus récent, entre le 20 et le 22 février. Cela signifiait que le couple n'était pas mort ensemble, ni même à quelques jours d'intervalle, mais à environ 1 semaine d'intervalle.
Et pendant cette semaine, quelqu'un était resté dans la maison ou avait délibérément laissé celle-ci intacte, alors même que le corps de Betsy gisait dans le dortoir principal sans avoir été découvert. À partir de ce moment, rien dans l'affaire ne semblait normal. Les enquêteurs ont commencé à suivre la trace du couple. Enregistrement de téléphone portable. Enregistrements de sécurité. Utilisation d'Internet. Livraison de produits alimentaires. Rendez-vous médicaux. Ils cherchaient à confirmer la chronologie des événements. Quand exactement Jean et Betsy ont-ils interagi pour la dernière fois avec le monde extérieur? Ce qu'ils ont trouvé n'a fait qu'approfondir le mystère. Le 12 février, un appel a été passé depuis le téléphone fixe de la maison vers une clinique médicale locale à Santa Fe. L'appel a duré moins de 4 minutes. La réceptionniste qui a répondu plus tard a confirmé que la voix au bout du fil était féminine, cohérente et calme. Elle s'est identifiée comme étant Betsy Arakawa et a demandé un rendez-vous pour des douleurs à la poitrine qu'elle avait ressenties la nuit précédente. La réceptionniste lui a proposé un rendez-vous le 15 février. Betsy a accepté. L'appel a été enregistré, puis rapidement oublié jusqu'à ce que l'enquête commence. Ce détail a radicalement changé la façon dont les enquêteurs voyaient l'affaire. Si Betsy était vraiment décédée le 11 février, comment avait-elle appelé la clinique le lendemain? Avait-elle passé l'appel elle-même? Une autre personne utilisait-elle son nom? L'estimation initiale du médecin légiste concernant l'heure de sa mort pouvait-elle être erronée? L'horodatage de l'appel a été vérifié avec les enregistrements téléphoniques de la clinique. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas de divergence. De plus, la déclaration de la réceptionniste était sans équivoque. Elle connaissait Betsy. Ils avaient déjà parlé. C'était sa voix. Elle semblait normale. Il n'y avait ni urgence ni confusion. C'était elle-même. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer la contradiction? Les enquêteurs sont retournés voir les médecins légistes. L'état physique du corps de Betsy aurait-il pu être mal interprété? Dans des cas exceptionnels, les facteurs environnementaux, la température ambiante, le flux d'air et la position du corps peuvent faire que les changements post-mortem se produisent plus tôt ou plus tard qu'ils ne l'ont réellement fait. Mais la divergence était trop importante ici. Des jours, pas des heures. Même avec de larges marges d'erreur, cela ne collait pas. Pour ajouter à la confusion, les registres de livraison indiquaient une livraison de produits d'épicerie le 13 février. Un chauffeur local a livré une petite commande au domicile des Hackman vers midi. Les produits d'épicerie ont été laissés à la porte, conformément aux instructions de livraison. Interrogé. Le chauffeur ne se souvenait de rien d'inhabituel. La commande avait été payée à l'avance. Personne n'est venu à la porte. Mais les courses n'étaient plus là lorsqu'il est repassé devant la maison plus tard dans l'après-midi. Qui les a mises à l'intérieur? Si Betsy était morte depuis le 11 février et que Jean était censé être mort après le 20 février, cela laissait un intervalle de 9 jours pendant lequel quelqu'un d'autre aurait pu être dans la maison. Cela a commencé à susciter de sérieuses inquiétudes. Christopher Hackman aurait-il pu se rendre au domicile pendant cette période? Aurait-il pu trouver le corps de Betsy et ne rien dire? Aurait-il pu modifier la scène de quelque manière que ce soit pour faire? Croire que sa mort était survenue plus tôt qu'elle ne l'avait réellement été. L'analyse numérique médico-légale a révélé que les téléphones de Jean et Betsy s'étaient éteints le 13 février, quelques heures après la livraison des courses. Avant cela, les téléphones étaient actifs, avec une activité minimale. Mais allumés. Après le 13 février, plus rien. Passe de ping, pas d'utilisation. Pas de données de localisation. Presque comme si quelqu'un les avait délibérément éteints ou avait détruit leur connectivité. Les images de surveillance, qui au départ étaient considérées comme une mine d'or de réponse, se sont avérées être une autre impasse. Le système DVR de la maison avait été effacé. L'appareil fonctionnait toujours et était branché, mais sa mémoire était vide. Lorsque les techniciens légistes l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il avait été réinitialisé manuellement à l'aide d'un protocole de restauration d'usine. Celui qui l'a fait savait exactement ce qu'il faisait. Ce geste n'était pas aléatoire. Il était intentionnel. La chronologie se présente maintenant plus ou moins comme suit. Betsy est vue ou entendue pour la dernière fois directement le 12 février, lorsqu'elle appelle sa clinique. Son corps est retrouvé plus tard.
Le 26. Mais elle est probablement morte avant cela. Peut-être le 13. On pense que Jean était vivant au moins jusqu'au 20. Peut-être plus. Une commande de produits d'épicerie est livrée le 13 et disparaît. Les téléphones portables sont éteints le même jour. Les images de surveillance sont effacées, probablement le 14 ou après. Et à un moment donné de cette séquence d'événements, la maison devient un tombeau de silence. À ce stade, les enquêteurs ont concentré leur attention sur Christopher. Il n'avait pas été en contact régulier avec son père dans les semaines précédant les décès. Les relevés téléphoniques ne montraient aucun appel ni message entre eux après la mi-janvier. Mais les relevés bancaires suggéraient qu'il avait utilisé un compte de crédit partagé lié au domicile le 16 février, lorsqu'une transaction de $75 a été enregistrée dans une quincaillerie de Saint-Afait, à seulement 16 kilomètres de la résidence de ses parents. Les enquêteurs ont comparé les images de surveillance du magasin. Un homme ressemblant à Christopher est entré à 13h43 et a acheté un ensemble d'outils domestiques standards, des gants et un rouleau de sacs poubelles de qualité industrielle. Les images étaient floues et l'homme portait une casquette et un masque, mais le moment ne pouvait être ignoré. Une analyse plus approfondie a révélé une autre anomalie. Un thermostat connecté à Internet chez les Hackman avait enregistré une chute soudaine de la température dans la nuit du 13 février, de 21 degrés à 14. Le système a montré que le changement avait été effectué manuellement via l'interface de l'application Home. Les enquêteurs ont demandé les données IP et ont retracé la connexion jusqu'à un appareil enregistré au nom de Christopher. Les pièces commençaient à s'assembler. Les enquêteurs ont commencé à développer une nouvelle théorie. Une théorie qui ne présentait pas les faits comme un accident tragique, mais comme une séquence délibérée de dissimulation. Selon cette théorie, Betsy aurait pu mourir de manière inattendue, peut-être de cause naturelle ou par automutilation. Jean, isolée et accablée, aurait pu mourir quelques jours plus tard, incapable de faire face à la situation. Mais ce scénario n'expliquait pas les images effacées, les appareils électroniques trafiqués ou la transaction de produits de nettoyage. Une théorie plus inquiétante a commencé à émerger, que Christopher a découvert la scène. Peut-être quelques jours après la mort de Betsy, et au lieu de demander de l'aide ou d'alerter les autorités, il a choisi de cacher la vérité, qu'il est entré dans la maison, a éteint les téléphones, effacé le magnétoscope numérique, réglé le thermostat pour ralentir la décomposition et a tenté de gérer la scène lui-même. Mais pourquoi? Était-ce pour protéger l'héritage de son père? Pour protéger la famille de l'examen minutieux? Ou y avait-il quelque chose dans la maison? Quelque chose en rapport avec les décès, qu'il ne voulait pas que les enquêteurs trouvent? Les résultats de l'autopsie étaient toujours en attente. Mais la pression augmentait. Les médias commençaient à recueillir des rumeurs sur une chronologie inhabituelle. Les journalistes posaient des questions de plus en plus directes. La famille a refusé de faire des commentaires. Christopher a engagé un conseiller juridique et n'a fait qu'une seule déclaration publique par l'intermédiaire de son avocat. La famille a demandé de l'intimité pendant ce moment de perte et de deuil inimaginable. Mais l'intimité, dans ce cas, laissait rapidement place aux soupçons. Les enquêteurs savaient que les réponses qu'ils cherchaient se trouvaient dans la chronologie. Les moments précis où les téléphones se sont éteints, les thermostats ont été déréglés. La nourriture a été mise à la maison. Les systèmes de sécurité ont été effacés. Chaque action parlait de quelqu'un ayant accès, familiarité et motif. Et plus ils approfondissaient, plus les noms apparaissaient. Dans la plupart des enquêtes sur des décès très médiatisés, en particulier ceux impliquant des personnalités publiques ou des célébrités, il existe un protocole relativement prévisible. Les autorités complètent leurs évaluations. Le médecin légiste finalise les rapports et, après une brève période d'examen interne, les résultats de l'autopsie et les dossiers de l'affaire sont rendus publics, par le biais de demandes formelles d'accès aux archives ou de communiqués directs. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique courante. C'est une question de droit dans de nombreuses juridictions, y compris celle du Nouveau-Mexique. Ces processus, bien qu'ils soient parfois douloureux pour les familles des victimes, existent pour garantir la transparence, en particulier lorsque des questions se posent sur la cause ou les circonstances du décès. Mais dans le cas de Gene Hackman et Betsy Arakawa, ce processus a été interrompu.
Moins d'une semaine après que les corps ont été découverts et retirés de leur maison de Santa Fe, leur fils unique, Christopher Allen Hackman, a déposé une demande d'urgence auprès du tribunal de district de Santa Fe. Dans cette demande, il demandait au tribunal d'émettre une ordonnance d'éloignement temporaire immédiate contre le bureau du shérif du comté de Santa Fe et le bureau de l'enquêteur médical du Nouveau-Mexique. Son objectif? Empêcher la publication de toutes les photographies, vidéos et documents liés à la mort de son père et de sa belle-mère. Ce type de présentation juridique a surpris les communautés juridiques et policières, non seulement par son moment, mais aussi par sa portée. Christopher ne demandait pas seulement la mise sous scellé des photos, une demande qui n'est pas rare dans les cas de décès très médiatisés. Il tentait de bloquer la publication des rapports d'autopsie complets, des résumés toxicologiques, des notes d'enquête et même des communications internes entre les agences. Selon les experts juridiques, l'ampleur de la demande a été décrite comme inhabituellement agressive et presque sans précédent. Pour comprendre les implications juridiques, il est important de noter que la loi du Nouveau-Mexique n'accorde pas aux familles le droit automatique de bloquer la publication des résultats de l'autopsie. En effet, la loi de l'État présume que ces documents sont des archives publiques, à quelques exceptions très limitées près, qui concernent principalement des enquêtes en cours ou des affaires dans lesquelles la divulgation compromettrait la sécurité publique. En l'absence de ces exceptions, même les familles des célébrités décédées disposent de moyens limités, ce qui a rendu l'action en justice de Christopher si surprenante. Ses avocats ont fait valoir que la publication des résultats de l'autopsie, en particulier les photos et les enregistrements vidéo, constituerait une violation des droits constitutionnels de la famille, notamment de son droit à la vie privée en vertu du 14e amendement et de son droit de pleurer la mort sans ingérence publique. La plainte faisait référence à des affaires antérieures, tels que les efforts juridiques similaires des familles de Michael Jackson et de Helena Hutchins, dans lesquels les juges avaient scellé les photos de l'autopsie ou restreint l'accès des médias aux preuves de la scène du crime. Mais dans ces affaires, les restrictions avaient été adaptées de manière très précise. Dans cette affaire, l'équipe de Christopher demandait un blocage total. La présentation judiciaire est rapidement devenue un sujet d'examen minutieux. Les analystes juridiques ont commencé à la disséquer dans les bulletins d'information nationaux. Les commentateurs ont remis en question les motivations d'une demande aussi radicale. S'il n'y avait rien de suspect dans les décès, pourquoi essayer de sceller même les parties non graphiques du rapport? Pourquoi bloquer les résultats toxicologiques? Pourquoi tenter de faire taire les conclusions des chercheurs médicaux autorisés? Les questions s'accumulaient et les réponses ne venaient pas. Le langage de la pétition mettait l'accent sur le mode de vie privée de Jean et Betsy, affirmant que le couple avait délibérément choisi de vivre à l'abri des regards du public pendant plus de 30 ans et que l'intrusion de la publicité post-mortem violerait leurs valeurs de longue date. Le document affirmait que Gene Hackman ne vivait pas pour le public et qu'il ne devait pas être disséqué par lui dans la mort. Il affirmait également que Betsy Arakawa n'avait jamais recherché la célébrité et que le couple avait le droit de rester en paix, même après la mort. Pour beaucoup, cet argument a trouvé un écho émotionnel. Après tout, Gene Hackman avait construit sa retraite autour de l'isolement et de l'éloignement volontaire de la vie publique. Il avait refusé d'innombrables interviews, rejeté la fanfare et évité l'attention à chaque occasion. Mais même les observateurs les plus compréhensifs étaient préoccupés par un aspect de la demande. Il ne demandait pas seulement la discrétion. Il exigeait le silence. Il cherchait à empêcher l'accès à toute découverte officielle qui pourrait faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé dans cette maison. Une clause en particulier a attiré l'attention. Dans la section 3B de la requête, les avocats de Christopher ont inclus une ligne demandant au tribunal d'interdire aux enquêteurs de révéler ou de faire référence à toute conclusion préliminaire, rapport de laboratoire ou données chronologiques qui pourraient permettre de déduire la cause, la forme ou le moment du décès. En effet, il demandait au tribunal d'empêcher même la discussion de ce qui aurait pu entraîner la mort du couple. Les experts juridiques se sont empressés de souligner à quel point une telle demande était inhabituelle. Une juge à la retraite a déclaré qu'en 30 ans de carrière,
Elle n'avait jamais vu un demandeur tenter de bloquer la simple déduction de la chronologie d'un décès. La suggestion selon laquelle même l'ordre chronologique des événements devait être protégé a suscité des soupçons quant au fait que la chronologie elle-même pouvait être préjudiciable. Le bureau du shérif et l'équipe de médecins légistes ont réagi rapidement. Dans leur réponse écrite, ils ont fait valoir que la publication des rapports d'autopsie n'était pas seulement une procédure standard, mais une obligation légale en vertu de la loi de l'État sur la transparence des archives. Ils ont reconnu le désir de la famille de préserver sa vie privée, mais ont insisté sur le fait que la transparence était essentielle pour maintenir la confiance du public, en particulier dans une affaire qui avait déjà attiré l'attention nationale. Ils sont allés plus loin en suggérant que les tentatives visant à bloquer la publication de faits élémentaires pourraient être considérées comme une obstruction à une enquête en cours. Bien qu'ils n'aient pas accusé Christopher d'un quelconque crime, le langage de la réponse laissait entendre une frustration croissante parmi les enquêteurs. L'expression « manque de coopération de la famille » est apparue plusieurs fois dans la présentation. Pendant ce temps, les journalistes locaux ont commencé à présenter des demandes d'accès aux archives publiques en prévision de la publication du rapport d'autopsie. Lorsque ces demandes ont été rejetées en attendant la décision du tribunal, plusieurs médias ont uni leurs forces pour présenter un mémoire d'amicus curiae en faveur du droit d'accès du public. L'Association de la presse du Nouveau-Mexique, ainsi que plusieurs organisations de presse nationales, ont fait valoir que l'intérêt public dans cette affaire l'emportait sur le droit de la famille à la vie privée. Ils ont cité les circonstances inhabituelles qui ont entouré les décès, les lacunes dans la chronologie et la nature sans précédent des efforts juridiques pour garder l'affaire secrète. Le mémoire comprenait une déclaration condamnatoire lorsque des personnalités publiques meurent dans des circonstances mystérieuses et que leurs proches survivants tentent de bloquer la publication des conclusions factuelles. Le résultat n'est pas la paix, c'est la suspicion. L'opinion publique a commencé à changer. Les forums en ligne, les fils de discussion sur les réseaux sociaux et les sections de commentaires des actualités se sont remplis de spéculations. Qu'est-ce que Christopher essayait de cacher? S'agissait-il de protéger sa famille ou de se protéger lui-même? Ironiquement, les présentations judiciaires avaient attiré plus d'attention sur l'affaire que n'aurait jamais pu le faire un rapport d'autopsie. Sous une pression croissante, le juge président l'affaire a programmé une audience d'urgence pour traiter de l'ordonnance de restriction. Les deux parties ont eu 3 jours pour préparer leurs arguments. L'audience s'est tenue à huis clos, mais des fuites provenant de personnes familières avec le processus ont laissé entendre qu'elle avait été conflictuelle. L'équipe juridique de Christopher a réitéré son argument constitutionnel et a évoqué les dommages psychologiques causés aux proches survivants. L'État a répondu en soulignant que le rapport était déjà terminé et prêt à être publié. Dans ce cas, cela porterait atteinte à l'intégrité de l'ensemble de l'enquête. En arrière-plan, les détectives continuaient d'enquêter sur les incohérences dans la chronologie, les images effacées et le comportement étrange autour des jours entre les décès. La décision judiciaire en suspens planait sur eux. Si le juge se rangeait du côté de Christopher, les enquêteurs craignaient d'être empêchés de partager les découvertes clés avec le public, voire même avec d'autres agences. Si le juge se prononçait en faveur de l'État, tout ce qui s'était passé dans la résidence des Hackman serait finalement révélé. Mais avant que le juge ne puisse rendre son verdict, un autre événement a tout changé. Une fuite. Une source anonyme proche de l'enquête a fourni des extraits du rapport d'autopsie à un journaliste local, qui les a ensuite partagés avec les médias nationaux. Le contenu, bien que partiel, contredisait une grande partie de ce que la plainte de la famille avait laissé entendre. L'analyse toxicologique a révélé des niveaux élevés de sédatifs dans l'organisme de Jean et Betsy. Les doses n'étaient pas mortelles, mais suffisantes pour suggérer une utilisation régulière ou récente. Le rapport signalait des signes compatibles avec un dosage contrôlé, ce qui soulevait d'autres questions. Les estimations chronologiques fournies dans le rapport étaient également en contradiction avec les hypothèses initiales présentées dans la demande de Christopher. La fuite a déclenché une tempête et a laissé la décision judiciaire en suspens comme étant sans importance. L'information avait été divulguée.
le public avait eu son premier aperçu de la vérité. Et maintenant, les enquêteurs avaient encore plus de raisons de continuer. Les extraits divulgués du rapport d'autopsie commençaient à peine à circuler que l'intérêt du public explosa. Ce qui avait été une affaire étrange mais relativement calme, discutée principalement dans les milieux juridiques et du divertissement, devint soudain une nouvelle nationale. Les chaînes de télévision ont diffusé des titres de dernière heure. Les émissions de débat ont abordé la question de l'éthique du scellage des rapports d'autopsie. Et les plateformes en ligne ont été le théâtre de spéculation, d'indignation et de curiosité. En quelques heures, les noms de Gene Hackman et Betsy Arakawa sont devenus tendance sur les réseaux sociaux, non pas pour leur carrière ou leur héritage, mais pour un mystère qui venait de s'assombrir. Les détails du rapport divulgué étaient troublants pour beaucoup. Des niveaux élevés de sédatifs, des signes de contrôle de la posologie, des évaluations contradictoires de la chronologie. Ce n'étaient pas des conclusions. C'étaient des questions déguisées en conclusions. Et pour un public qui avait été largement respectueux dans les jours qui ont suivi la mort du couple, le ton a maintenant changé brusquement. Qu'est-ce que Christopher cachait? Que s'était-il exactement passé dans cette maison? Et était-il possible que la mort de deux personnes profondément réservées ait été entourée non seulement de tragédie, mais aussi de manipulation? Ou pire encore, les réseaux sociaux sont devenus le premier théâtre où les réactions ont éclaté. Twitter, Reddit et Facebook ont été inondés de théories. Certains utilisateurs, en particulier ceux qui connaissent bien les forums de crimes réels, ont immédiatement analysé les informations disponibles avec une précision clinique. Des fils de discussion ont vu le jour pour tenter de cartographier les incohérences dans la chronologie, suggérant tout autant une intoxication accidentelle qu'une dissimulation délibérée. D'autres ont remis en question le rôle des forces de l'ordre. L'enquête avait-elle été suffisamment approfondie? Pourquoi le public n'avait-il pas été informé plus tôt des bizarreries? Y avait-il quelqu'un au sein du département du shérif qui aidait à garder les choses secrètes? Parmi les plus virulents figuraient les fans de Gene Hackman lui-même. Un nombre surprenant d'entre eux n'étaient pas les participants habituels sur Internet. Beaucoup étaient des admirateurs de longue date qui avaient suivi la carrière de Hackman, depuis les jours de French Connection jusqu'à sa dernière apparition dans Welcome to Mooseport. Il s'agissait de personnes qui se souvenaient de ses interviews à la télévision, qu'il avait vu accepter les Oscars et disparaître avec la même élégance. Pour eux, l'idée que son héritage soit maintenant entouré de secrets et de controverses leur semblait être une trahison. Certains ont exprimé leur sympathie pour Christopher, estimant qu'il essayait de protéger la dignité de son père. D'autres ont été moins indulgents, arguant que protéger les informations ne faisait que susciter des soupçons. Les médias ont commencé à publier des éditoriaux et des articles d'opinion, chacun avec son propre point de vue. Un chroniqueur du Los Angeles Times a écrit que le public avait le droit de savoir, surtout lorsque des personnalités publiques meurent dans des circonstances peu claires. Un autre, dans le New York Times, a adopté une approche plus modérée, remettant en question l'éthique de la fuite d'informations médicales et mettant en garde contre le jugement des médias. Mais l'article qui a peut-être eu le plus de retentissement est celui d'une journaliste de Santa Fe qui avait interviewé Hackman au début des années 2000. Dans son article, elle décrivait l'amour du couple pour leur maison, leur intimité et leur détermination à rester anonymes. Sa conclusion était simple mais percutante. Hackman ne voulait pas qu'on se souvienne de lui de cette manière. Et pourtant, nous y voilà. On the horde d'Internet, la communauté locale de Santa Fe a été confrontée à une réaction différente. C'est presque quelque chose d'aussi étrange, d'aussi mystérieux, se soit produit dans leur environnement. Les voisins des Hackman, dont beaucoup n'avaient parlé qu'en passant avec eux, ont été abordés par des journalistes et des photographes à la recherche de déclarations ou d'images. La plupart ont refusé. Certains ont décrit le couple comme aimable, calme et soucieux de sa vie privée. L'intrusion en soi. On dit certains, c'est ressenti comme une violation. Dans un café local, une affiche plastifiée a été placée sur la caisse enregistreuse, sans question sur les Hackman. Merci de respecter leur mémoire. Pendant ce temps, les journalistes d'investigation continuaient à faire pression pour obtenir des réponses.
avec les présentations légales désormais publiques et la fuite confirmant les détails précédemment spéculés. Les médias ont commencé à établir des liens entre les incohérences de la chronologie et le comportement légal de Christopher. Pourquoi un fils, même profondément affligé, ferait-il des choses aussi extraordinaires pour supprimer non seulement des photos, mais aussi des faits? Qu'avait-il peur que les gens découvrent? Le fait que Christopher reste silencieux n'a pas aidé. À part la déclaration initiale de son avocat, il a refusé toutes les interviews. Pas de conférences de presse, pas de réponses écrites, aucune activité sur les réseaux sociaux. Ce vide de communication est devenu un terrain fertile pour de nouvelles théories. Les gens ont commencé à fouiller dans ses antécédents, à la recherche d'indices qui pourraient expliquer ses motivations. Certains se sont concentrés sur les registres financiers. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Christopher était éloigné de son père depuis longtemps. Et bien que ces informations n'aient jamais été confirmées, elles ont persisté. Certains blogs affirmaient qu'il avait des dettes croissantes, peut-être liées à une entreprise commerciale en faillite dans l'Oregon. D'autres spéculaient que l'héritage et la planification successorale auraient pu avoir une influence. Si Gaineswell l'avait exclu ou limité son accès aux fonds, avait-il des raisons de dissimuler des révélations potentiellement préjudiciables? D'autres spéculaient cependant que l'histoire était plus personnelle, que peut-être il y avait des secrets de famille et que personne ne voulait révéler. Une histoire de conflit. On dispute. La crainte que le public ne juge John ou Betsy pour des affaires privées qui n'avaient rien à voir avec leur mort. Au milieu des spéculations, un récit plus sombre a émergé parmi les théoriciens du complot. Dans les forums marginaux, l'histoire a pris de nouvelles formes. Certains utilisateurs ont suggéré des pratiques déloyales, que Christopher avait quelque chose à voir directement avec les décès, que les sédatifs trouvés lors des autopsies avaient été administrés intentionnellement, que le moment où les téléphones portables se sont éteints et où les images de sécurité ont été effacées était non seulement suspect, mais révélateur de culpabilité. Ces théories, bien qu'elles ne soient étayées par aucune preuve confirmée, ont rapidement gagné en force, alimentées par le silence des forces de l'ordre et de la famille. Il ne fallut pas longtemps avant que de véritables YouTubers et podcasteurs spécialisés dans les affaires criminelles ne se joignent à la mêlée. Des chaînes comptant des millions d'abonnés ont commencé à publier des analyses approfondies de l'affaire, avec des frises chronologiques animées, des reconstitutions spéculatives et des appels émotionnels. Certaines de ces vidéos sont devenues virales. Une chaîne, connue pour son approche méthodique des affaires non résolues, a publié une exposition de 50 minutes qui a été vue près de 4 millions de fois en 3 jours. Sa thèse était claire. Quelqu'un a modifié la scène dans la résidence des Hackman. Et qui que ce soit, il avait accès, des connaissances et un motif. Dans le tribunal de l'opinion publique, le silence n'était plus une option. Les gens voulaient des réponses. Ils voulaient du contexte. Et surtout, ils voulaient de la vérité. Non pas une version aseptisée et approuvée par la famille, mais le tableau complet. Même si c'était douloureux, même si c'était compliqué. Pour le département du shérif de Sainte-Fé, cette vague d'attention a entraîné une pression accrue. Les enquêteurs étaient désormais confrontés non seulement à la tâche de résoudre une affaire potentiellement complexe, mais aussi à celle de défendre leur processus. Pourquoi les demandes de la famille avaient-elles été prises si au sérieux? Les enquêteurs avaient-ils négligé quelque chose? Le nom de famille Hackman avait-il eu une influence? Plusieurs conférences de presse ont été organisées pour assurer au public que l'enquête restait active, impartiale et exhaustive. Lors d'une de ces séances d'information, un porte-parole du département a déclaré que, bien qu'il ne puisse pas commenter les détails de l'autopsie, il reconnaissait la nature inhabituelle de l'affaire et suivait toutes les pistes avec la même diligence. La déclaration était vague, mais elle indiquait quelque chose d'important. Les fonctionnaires ne traitaient plus les décès comme étant purement naturels ou accidentels. L'affaire était ouverte, active et maintenant, peut-être, criminelle. À mesure que l'examen public s'intensifiait, les appels à la transparence se multipliaient. Les groupes de défense ont commencé à faire pression pour que les lois sur les registres publics du Nouveau-Mexique soient modifiées. Une organisation, le Center for Media Integrity, a proposé un nouveau projet de loi qui empêcherait les familles de bloquer préventivement les rapports d'autopsie sans préjudice démontrable.
Leur position était simple. La transparence protège à la fois le public et les familles des défunts. Dissimuler les faits, soutenait-il, ne fait qu'alimenter la conspiration. Dans une tournure étrange, le débat sur la vie privée et l'accès est devenu une conversation nationale. Des spécialistes en éthique, d'anciens agents des forces de l'ordre et des journalistes ont débattu sur la ligne entre le respect et le secret sur les plateaux de télévision. Quand le fait de protéger la douleur d'une famille devient-il une obstruction? Existe-t-il une justification pour sceller un rapport d'autopsie complet? Et comment les autorités doivent-elles gérer ces conflits lorsque la personne décédée est une personnalité publique ayant un héritage durable? Au milieu de tout cela, la mémoire de Gene Hackman a commencé à changer. Non pas intentionnellement, mais inévitablement. Au fur et à mesure que le cycle des informations se poursuivait, sa carrière cinématographique, ses réalisations, ses interprétations et son héritage passaient au second plan. À la place, un récit basé sur le mystère, le silence et le soupçon s'est construit. Pour les fans qui l'avaient admiré pendant des décennies, ce changement a été douloureux. Pour ceux qui cherchaient des réponses, c'était inévitable. Cependant, ce qui est resté constante, c'est le désir du public de connaître la vérité. Non pas par curiosité morbide, mais pour clore le chapitre. Pour la restauration d'une histoire qui s'était construite soigneusement pendant des décennies et qui a ensuite été interrompue en quelques jours. Les gens voulaient croire que Gene Hackman était mort en paix, entouré d'amour, dans une maison qu'il avait construite avec soin. Mais les faits ne soutenaient pas cette version. Et tant que ces faits n'auraient pas été entièrement révélés, les questions ne feraient que se multiplier. À la suite de la fuite du rapport d'autopsie, tous les regards se sont tournés vers une seule personne, Christopher Allen Hackman. Jusqu'à récemment, son nom était à peine connu en dehors des cercles les plus proches d'Hollywood ou des notes de bas de page biographiques. Il avait réussi, par choix ou par circonstance, à exister dans l'ombre d'un homme que beaucoup considéraient comme un géant du cinéma. L'héritage de Gene Hackman était immense, mais Christopher était resté en marge de son centre. Tout cela a changé avec une seule comparution devant le tribunal et l'effet domino d'un mystère qui ne pouvait plus être étouffé. Qui était Christopher Allen Hackman? La question flottait dans l'air alors que les journalistes, les enquêteurs et le public commençaient à démêler la figure au centre d'une tempête grandissante. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un homme de contraste, de contradictions et de plus en plus, de controversies. Né en 1960, Christopher était le premier des 3 enfants que Gene Hackman a eu avec sa première femme, Faye Maltese. À sa naissance, Hackman n'était pas encore prêt à entrer dans le cinéma conventionnel. Il se débrouillait, faisait des petits boulots, acceptait de petits rôles d'acteur et essayait de s'établir dans une industrie notoirement brutale. Son dévouement à son métier était absorbant. Et beaucoup de ceux qui ont connu la famille à cette époque ont parlé du prix qu'il a coûté à son mariage et à sa relation avec ses enfants. Les premières années de Christopher n'ont pas été caractérisées par le luxe hollywoodien, mais par l'instabilité de la vie d'un artiste en herbe. La famille déménageait fréquemment pendant la jeunesse de Christopher. L'agenda de Hackman était erratique. Lorsqu'il a finalement connu un grand succès à la fin des années 60 avec des rôles dans Bonnie and Clyde puis dans The French Connection, la célébrité soudaine a ajouté plus de tension. Les projecteurs, bien que bienvenus sur le plan professionnel, projetaient une lumière plus dure sur sa vie privée. Le mariage de Hackman avec Maltese commença à se détériorer. Lorsque Christopher était adolescent, ses parents s'étaient déjà séparés. La divorce a été officialisée en 1986. Alors que Christopher avait une vingtaine d'années. Les amis de l'époque se souviennent d'un jeune homme pris entre ressentiment et révérence. Il admirait le talent de son père, mais souffrait de son absence. Il y eut des tentatives de rapprochement au fil des ans, des vacances, des visites et des apparitions publiques occasionnelles. Mais la distance, tant physique qu'émotionnelle, était toujours présente. Contrairement à de nombreux enfants d'acteurs, Christopher n'a jamais cherché à se faire une place dans l'industrie cinématographique. Il s'est lancé dans la photographie, puis dans l'architecture et a plus tard tenté une série d'entreprises qui ont connu des degrés de succès divers. Aucune d'entre elles n'a fait de la une des journaux. Aucune d'entre elles n'a duré. Dans les années 1990, Christopher avait largement disparu de la vue du public.
Il s'est installé en Oregon pendant un certain temps, dirigeant apparemment un petit cabinet de conseil en design. Il s'est marié à la fin des années 1990, n'a pas eu d'enfant et a vécu ce que son entourage a décrit comme une vie tranquille et isolée. Mais tranquille ne signifiait pas nécessairement stable. Un examen des archives judiciaires révèle au moins 2 poursuites civiles intentées contre lui pour rupture de contrat. Les 2 affaires ont été réglées à l'amiable. Dans l'une d'elles, un ancien client a allégué que Christopher avait mal géré les fonds destinés à la rénovation d'une propriété. L'affaire n'a jamais été jugée, mais les documents suggèrent un homme qui lutte pour maintenir ses entreprises à flot. Il existe peu de documents publics sur la relation de Christopher avec Jean dans les années 2000. Hackman, qui s'était retiré de la scène, mentionnait rarement ses enfants dans les interviews. Dans les rares profils où il le faisait, il les décrivait avec affection, mais n'offrait pas de détails. Un entretien de 2004 dans le Denver Post comprenait une brève citation. « Mes enfants vont bien. Je suis fier de ce qu'ils sont devenus. » Sans nom, sans détail. Cependant, des sources proches de la famille suggèrent que la relation entre Jean et Christopher s'est adoucie au cours de la dernière décennie. Le déménagement à Santa Fe semblait offrir une chance de réconciliation. Christopher visitait la maison plusieurs fois par an, parfois pendant les vacances, parfois sans prévenir. Il aidait à faire de petites réparations, accompagnait parfois son père à ses rendez-vous chez le médecin et commençait à participer à la planification successorale. Il n'avait pas de relation étroite avec Betsy, selon les voisins, mais la relation était civilisée. Elle l'appelait le fils de Jean, plutôt que mon beau-fils. Ils étaient polis, formals et, pour la plupart, séparés. Cette distinction s'est accentuée ces dernières années. Selon un vieil ami de Betsy, il y avait des tensions autour du testament familial. Jean avait réécrit des parties de son testament en 2018 et à nouveau en 2021. Les détails de ces révisions sont scellés. Mais les changements auraient restructuré la répartition des actifs de manière à réduire le contrôle de Christopher sur des propriétés clés. Betsy, qui avait alors un peu plus de 60 ans, avait assumé plus de responsabilités dans la gestion de leurs finances communes. Et elle était connue pour être prudente en matière de dépenses. On ne sait pas exactement dans quelle mesure cela a causé des frictions. Mais le moment coïncide avec le retrait soudain de Christopher des visites régulières. Dans les mois qui ont précédé la mort de Jean et Betsy, il y avait peu de signes de conflit ouverts, mais aussi peu de signes d'affection. Christopher ne leur avait pas rendu visite depuis début janvier. Il n'avait pas répondu à une carte de vœux de son père. Il n'a jamais répondu à un message vocal que Jean a laissé le 9 janvier pour demander à Christopher de l'appeler quand il le pourrait. Ces détails, bien qu'ils ne soient pas intrinsèquement suspects, ont commencé à brosser un tableau de détachement, peut-être tendu, peut-être indifférent. Lorsque la nouvelle du décès de John et Betsy a été connue, beaucoup ont supposé que Christopher ferait une déclaration ou se manifesterait publiquement. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Son absence lors de l'enquête initiale a été remarquée. Ce n'est que 6 jours plus tard que ses avocats ont déposé une requête pour bloquer les rapports d'autopsie. Et à ce moment-là, l'attention du public avait déjà commencé à se tourner vers lui. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres antécédents ont commencé à apparaître. Les dossiers financiers examinés par les journalistes ont révélé que Christopher avait récemment demandé un prêt à court terme sur une propriété secondaire dans l'Oregon. Le prêt, demandé juste un mois avant les décès, incluait le nom de John Hackman dans la section des garants, un détail particulier qui a déclenché l'alarme. S'agissait-il d'une erreur administrative, d'une signature falsifiée, ou John avait-il accepté d'aider, sans être conscient des implications plus larges? Les enquêteurs n'ont pas rendu publiques leurs conclusions à ce sujet, mais les documents judiciaires suggèrent que la signature sur la ligne du garant ne correspondait pas aux échantillons vérifiés antérieurs de l'écriture de Jane Hackman. Des analystes légistes auraient été appelés pour évaluer le document. Bien qu'aucune accusation n'ait été immédiatement portée, les implications étaient inquiétantes. Si Christopher avait falsifié la signature de son père sur un document financier légal, cela pourrait indiquer une détresse financière plus profonde. Cela pourrait également établir un motif, surtout si l'héritage ou le contrôle du patrimoine faisait partie de l'équation. Puis vint le matériel. L'homme identifié comme étant Christopher,
qui a acheté des gants et des sacs poubelles le 16 février, a été vu seul, avec une casquette et un masque. Bien que son identité n'ait pas été officiellement confirmée par la police, des sources proches de l'enquête ont affirmé que la ressemblance était significative et que la surveillance, supplémentaire d'une station-service à proximité, semblait montrer le même véhicule que celui qu'il conduisait. Pourquoi avait-il fait cet achat? Quel était son but? S'il avait trouvé le corps de sa belle-mère au début du mois, pourquoi avait-il attendu pour appeler les autorités? Pourquoi acheter des articles souvent associés au nettoyage ou à la dissimulation? Les avocats de Christopher ont refusé de commenter les images, mais ont réitéré que leurs clients coopéraient pleinement avec les forces de l'ordre et n'avaient commis aucun crime. Cependant, les enquêteurs ne semblaient pas convaincus. Un mandat de perquisition a été émis pour le domicile de Christopher dans l'Oregon et plusieurs appareils électroniques ont été saisis. Aucune accusation officielle n'a été portée à ce moment-là, mais des sources internes ont laissé entendre que l'affaire s'intensifiait rapidement. Malgré les preuves circonstancielles de plus en plus nombreuses, certains partisans se sont mobilisés pour défendre Christopher. Ses amis de sa communauté de l'Oregon le décrivaient comme étant calme, réfléchi et même timide. Il avait fait du bénévolat dans un refuge pour animaux local, aidé un voisin âgé à reconstruire une terrasse et aidé à évacuer les habitants lors d'une menace d'incendie de forêt. Il soutenait que ce n'étaient pas les actions d'un homme qui préparait une dissimulation. C'étaient les actions de quelqu'un de décent, bien qu'émotionnellement distant. Mais les références de caractère ne pouvaient pas aller aussi loin. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstruisaient la chronologie des événements et réévaluaient les résultats de l'autopsie, les actions, ou l'inaction, de Christopher prenaient de l'importance. L'écart entre le 11 et le 26 février restait inexpliqué. Pourquoi la maison n'avait-elle pas été touchée? Pourquoi personne n'avait-il été appelé? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de reconnaissance officielle des décès avant qu'un voisin ne commence à avoir des soupçons? Et surtout, pourquoi Christopher avait-il présenté une demande si agressive pour empêcher quiconque d'en savoir plus? Au centre de cette nuée d'incertitudes grandissantes se trouvait un homme dont la vie avait été définie par l'ombre. Pas à cause de la criminalité, ni du scandale, mais de l'absence. Il avait réussi à rester caché pendant des décennies. Maintenant, soudainement, il était la personne la plus observée dans une affaire qui avait attiré l'attention nationale. Qu'il ait eu quelque chose à cacher ou qu'il ait simplement été submergé par la douleur et la peur. Le fait restait le même. Ses actions avaient attiré l'attention. Et une fois que les projecteurs l'ont trouvé, ils ont refusé de le laisser partir. Le matin du 10 mars 2025, à peine 2 semaines après que les comparutions devant les tribunaux ayant intensifié les tensions autour des décès de Gene Hackman et Betsy Arakawa, Christopher Allen Hackman a été arrêté par le département du shérif de Santa Fe. L'arrestation a marqué un tournant dramatique dans une affaire qui avait déjà attiré une attention considérable de la part du public et des médias. Et elle s'est produite alors que l'on suggérait que le fils du défunt acteur et pianiste aurait pu être plus impliqué dans la mort de ses parents que ce que l'on avait initialement soupçonné. L'arrestation était le résultat de semaines d'enquête, au cours desquelles les forces de l'ordre avaient minutieusement examiné les empreintes digitales, les dossiers financiers, les témoignages de témoins et les enregistrements de surveillance. Bien qu'aucune accusation officielle n'ait été portée à ce moment-là, les forces de l'ordre avaient déjà établi un dossier solide selon lequel Christopher avait sciemment modifié des détails clés des décès et avait peut-être joué un rôle direct dans les événements qui les avaient entourés. Christopher a été arrêté à son domicile dans l'Oregon. L'arrestation s'est déroulée discrètement, sans tambour ni trompette. Lorsque les médias ont repris l'information, il avait déjà été transféré dans un centre de détention à Santa Fe, où il a été brièvement interrogé avant d'être officiellement accusé d'obstruction à la justice, de fraude et d'implication possible dans la mort de ses parents. Les accusations étaient liées à ses tentatives de bloquer la publication de l'autopsie, à sa participation présumée à la manipulation de preuves et aux preuves émergentes, suggérant un motif économique lié à l'héritage et à sa relation tendue avec son père. L'arrestation était une opération soigneusement planifiée, basée sur une grande quantité de preuves circonstancielles. Les enquêteurs s'étaient concentrés sur les déplacements de Christopher les jours précédant les décès.
y compris son achat suspect de fournitures de nettoyage dans une quincaillerie locale le 16 février. 16. Les images de sécurité du magasin montraient un homme ressemblant à Christopher en train d'acheter des gants, des sacs poubelles et des produits de nettoyage industriel. Bien qu'il ne soit pas encore clair si ces articles ont été utilisés pour nettoyer la résidence des Hackman, leur présence a soulevé suffisamment de questions pour justifier une enquête plus approfondie. Son refus de répondre aux appels de son père en janvier, ainsi que le manque total de communication après les décès, n'ont fait qu'accroître les soupçons. Un audit judiciaire des registres financiers de Christopher a révélé qu'il avait récemment contracté un prêt à court terme avec une propriété qu'il possédait dans l'Oregon. Le nom de Gene Hackman figurait sur les documents du prêt en tant que garant. Mais les enquêteurs ont trouvé des incohérences dans la signature qui taille. Selon eux, indiquait une possible falsification. Bien que cela ne suffisait pas à prouver la culpabilité, cela ajoutait un élément de suspicion aux activités de Christopher et à ses motivations financières. Un autre facteur clé de l'arrestation a été la découverte de preuves numériques reliant Christopher à la maison de Santa Fe après la mort de ses parents. Les enregistrements du téléphone portable ont montré que le 13 février, 2 jours après la découverte du corps de Betsy, le téléphone de Christopher avait effectué un ping sur les tours de téléphonie mobile locale situées à proximité de la résidence des Hackman. Le 13 février, 2 jours après la découverte probable du corps de Betsy, le téléphone de Christopher avait été détecté par les tours de téléphonie mobile locale situées à proximité de la résidence des Hackman. Cela a soulevé d'autres questions sur son lieu de séjour pendant l'ère. Période critique entre la mort du couple et la découverte éventuelle de leur corps. De plus, les enquêteurs ont découvert que Christopher s'était connecté à distance au système de thermostat de la maison le 13 février. 13 février. En baissant la température à l'intérieur de la maison. Cette action inhabituelle était cohérente avec les tentatives de retarder la décomposition, mais suggérait également que Christopher était au courant de la présence des corps et gérait activement la scène. La piste numérique était accablante, mais c'est la manipulation des images de sécurité qui a finalement conduit à l'arrestation de Christopher. Lorsque les enquêteurs ont examiné pour la première fois le système de surveillance de la maison, ils ont découvert que le DVR avait été réinitialisé et que toutes les images vidéo de la semaine précédant la découverte des corps avaient été effacées. Une analyse plus approfondie a révélé que le système avait été réinitialisé manuellement à l'aide d'un protocole spécifique de restauration d'usine. Une action qui ne pouvait être effectuée que par une personne ayant accès à la maison et connaissant le système. Étant donné que Christopher avait déjà visité la maison et qu'il était présent à proximité de la résidence le 13 février, les forces de l'ordre ont commencé à faire le lien. Grâce à ces preuves, la police de Santa Fe a agi rapidement pour obtenir un mandat d'arrêt. L'arrestation de Christopher a été rapide et sans incident. Son Advocate, qui avait précédemment fait une déclaration publique affirmant l'innocence de son client, a été informé de l'arrestation juste avant que la nouvelle ne soit rendue publique. L'avocat, ainsi que plusieurs amis de Christopher, ont immédiatement affirmé que l'arrestation était basée sur des preuves circonstancielles et que Christopher n'avait rien fait de mal. Selon l'équipe juridique de Christopher, l'arrestation était le résultat d'une mauvaise interprétation des faits et d'un jugement précipité. Ils ont soutenu que Christopher avait fait ce qu'il fallait pour protéger la vie privée de sa famille à un moment déjà difficile. La décision de déposer une requête en justice pour bloquer la publication des résultats de l'autopsie, ont-ils fait valoir, était un acte d'un fils qui cherchait à protéger la dignité de ses parents, et non une dissimulation criminelle. Son avocat a également souligné que Christopher n'avait pas d'antécédents de comportement violent ni d'activité criminelle antérieure, ce qui suggérait en outre que les accusations étaient sans fondement. La réponse du public à l'arrestation de Christopher a été mitigée. Certains ont exprimé leur solidarité avec lui, arguant qu'il était simplement accablé par le chagrin et qu'il ne savait pas comment faire face à la perte de son père et de sa belle-mère. D'autres, en particulier ceux qui avaient suivi l'affaire de près, se sont montrés moins indulgents. Ils ont souligné les preuves entourant ses problèmes financiers, le moment discutable de ses actions en justice et son manque de coopération.
avec les enquêteurs comme des signes que quelque chose de plus profond était en jeu. Pendant ce temps, les journalistes et les commentateurs spéculaient sur le prochain procès. Certains se demandaient si les avocats de Christopher feraient valoir qu'il avait été victime des circonstances, pris dans une série d'événements étranges et malheureux qui l'avaient amené à prendre des décisions qui semblaient bien pires qu'elles ne l'étaient. D'autres pensaient que la défense se concentrerait sur le manque de preuves concrètes liant directement Christopher à la mort de ses parents. Il était clair que l'affaire n'était pas terminée et que le pire était encore à venir. Pour Christopher, l'arrestation n'était que le début. Il serait détenu pendant que son équipe juridique préparait sa défense. La caution fixée était exorbitante et une date d'audience avait été fixée à la fin du mois. Pour l'instant, le sort de Christopher restait incertain. Ce qui était clair, cependant, c'est que l'affaire était entrée dans une nouvelle phase dangereuse. L'enquête ne portait plus seulement sur la mort soudaine et mystérieuse d'un couple. Elle s'était transformée en une bataille publique entre l'héritage de la famille Hackman et les forces de l'ordre, les médias et l'opinion publique à la recherche de la vérité. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation, le cirque médiatique autour de Christopher Hackman s'est intensifié. Les médias réclamaient des interviews exclusives avec des amis, d'anciens partenaires et des experts juridiques. Le désir du public de comprendre les actions et les motivations de Christopher, ainsi que les événements qui ont entouré les décès, n'a fait que croître. Plus les révélations se multipliaient, plus l'affaire devenait complexe et énigmatique.